Nous, on a voulu vraiment faire le focus sur justement cette question des apports précoces. Alors, on n'est pas allé jusqu'à des apports très précoces d'automne, mais sur des pratiques avec pas ou très peu de fractionnement qu'on peut rencontrer souvent dans ces systèmes. Donc voilà, je vous présenterai les résultats d'un réseau d'essais avec quelques pistes de recommandations justement en termes de fractionnement de l'azote dans ces systèmes. Donc réseau d'essais qui a été conduit par Arvalis, mais aussi un certain nombre de partenaires des chambres d'agriculture, coopératives et négoces. Le contexte, je vais aller rapidement, mais il y avait la question autour de justement de ces pratiques de fertilisation, de fractionnement différentes dans les systèmes en ACS qui nous interrogent, qui interrogent pas mal aussi, c'est de là que vient la demande, un certain nombre de coopératives et de négoces qui finalement craignaient un petit peu les conséquences d'apports précoces sur la qualité des blés et la teneur en protéines. D'où la mise en place de ce réseau d'essais. Et puis, on s'est heurté aux mêmes questions que Virginie, à savoir comment conduire des essais dans des systèmes avec des itinéraires techniques, des historiques très différenciés. Donc là, on a travaillé notamment en partenariat avec la PAD et son animateur technique pour identifier des parcelles d'agriculteurs et puis pour valider aussi certains points de protocole. Donc le choix des parcelles, je vais y aller assez vite. On a choisi de se positionner dans des systèmes en ACS depuis, on va dire, matures. Donc minimum 5 ans en ACS. Je crois que la moyenne dans le réseau, on est même à 10 ans. Et puis sur la définition de l'ACS, j'ai remis les 3 piliers qu'on s'est attaché à retrouver dans les parcelles qu'on a suivies. Donc une absence du travail du sol ou du travail du sol très superficiel, une couverture permanente des sols par des couverts vivants ou du mulch, et puis des rotations quand même diversifiées. Donc les questions qu'on se posait, donc la principale, c'est est-ce qu'on peut se passer de fractionnement dans les systèmes en ACS, avec quel impact sur le rendement et la teneur en protéines du blé? Quel est l'impact d'un solde des apports d'azote avant montaison? Donc on verra si tout l'azote est apporté avant le stade épi 1 cm. Est-ce qu'il y a un intérêt dans ces systèmes à quand même réserver un apport qualité en fin de cycle? Et puis après, on a voulu aller un petit peu plus loin dans les autres pratiques de fractionnement, avec des choses peut-être un peu extrêmes, soit dans un sens, soit dans l'autre. La première, c'est finalement simplement renforcer la dose au tallage, donc rien de très extrême, mais ça va dans le sens un peu des discours qu'on a pu entendre tout au long de la matinée. À l'inverse, renforcer la dose en fin de cycle. Alors ça, c'est un peu le contre-pied de ce qui se pratique, mais on voulait tester, voir quel impact sur le rendement et la teneur en protéines, voir aussi ce qui se pratique pas non plus, je pense, ou très peu dans ces milieux, une impasse de l'apport tallage, on va dire, en sortie d'hiver. Et puis, il y a des questions, je crois que ça a été évoqué aussi ce matin, sur le choix de la forme d'azote. Est-ce qu'il y a des formes plus favorables que l'autre dans les systèmes ACS? Donc, on a comparé des stratégies urée-ammonitrate et même voir un petit peu l'interaction entre le fractionnement ou son absence et la forme d'azote. Donc, voici le réseau d'essais. Donc, sur 2 années, 2022-2023. Avec plutôt des essais dans le moitié nord France, pas mal d'essais en sol calcaire, donc soit craie, soit sol argilo-calcaire, et puis aussi une bonne partie des essais, donc c'est les points marrons, en sol de limon. On était sur du blé tendre, à l'exception d'un essai dans le sud-est en blé dur. Et puis on s'est attaché à caractériser en fait les conditions climatiques de chacun des essais. Et là aussi, on a une grande diversité des conditions. Donc c'est les 3 petits points qui sont présents en face de chaque essai, qui correspondent en fait aux principales périodes classiques d'apport de l'azote. Donc sortie hiver, épi 1 cm et autour de dernières feuilles étalées. Avec en rouge des conditions défavorables pour la valorisation de l'azote. Donc en gros des périodes sèches dans les jours qui suivent les apports d'azote. Et à l'inverse, les points verts, des apports réalisés en conditions plutôt favorables. Donc là aussi, vous voyez que
on avait toute une gamme de situations. Donc les modalités testées, alors on est parti d'une référence, on va dire, qui est la pratique de fractionnement classique, ce que Arvalis peut recommander dans les systèmes qu'on va qualifier de conventionnels, où en général on conseille un apport d'azote modéré en sortie d'hiver, puisque finalement les besoins de la plante sont assez faibles. Un apport assez conséquent début montaison, et puis un apport qualité. Alors ça peut être un peu variable suivant les variétés, mais de l'ordre de 40 kg d'azote en fin de cycle. Alors là, la somme, elle fait 180 kg d'azote, c'est un exemple. Dans notre réseau d'essais, en fait, on a calculé des doses X avec la méthode du bilan, qui allait de 150 à 220 kg d'azote. Pour plus de lisibilité, j'ai présenté une dose X de 180 dans le tableau. Et puis, donc, on avait 22 essais, majoritairement en ammonitrate, mais parfois on avait quelques autres formes d'azote pour cette modalité. Donc, la deuxième modalité, qu'on appelle tout avant montaison, en fait, elle se décline en variantes, parce que suivant les essais, apporter 180 kg, voire 220 kg en sortie d'hiver d'un seul coup, il y a quand même dans certains essais où on l'a coupé en deux apports, mais le solde toujours au plus tard à épi 1 cm. Donc, on a comparé ces deux modalités. Donc là, vous avez l'écart entre la stratégie tout avant montaison et le fractionnement classique. Et donc, en moyenne, sur nos 22 essais, on voit que finalement, cette anticipation, on va dire, des apports conduit à des pertes de rendement et des pertes de teneur en protéines significatives. Si on détaille un peu, là, j'ai mis le détail de chacune des variantes. Donc, vous voyez que les 22 essais, en fait, ils se déclinent en 6 essais où là, on avait fait vraiment strictement un seul apport en sortie d'hiver. On voit que c'est cette situation-là où les pertes de rendement et de teneur en protéines sont les plus fortes. Et puis, quand on fractionne, certes avant montaison, mais voilà, qu'on fractionne, donc c'est les deux colonnes suivantes, on est sur des niveaux de perte de rendement et de teneur en protéines plus faibles et non significatifs. Donc voilà, un effet plus marqué lorsque la dose totale est apportée en une seule fois. Donc deuxième question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on préserve quand même cet apport qualité? Donc là, vous voyez encore la modalité qui se décline selon les 3 mêmes variantes, où en gros, on a simplement réservé 40 unités à la fin. Et donc, on fait la comparaison 2 à 2 de chacune des modalités. Donc là, j'ai remis les résultats précédents. Et donc à la question, faut-il réserver une partie de la dose totale pour un apport qualité en fin de cycle? Donc là, on retrouve un gain de rendement entre la stratégie, quand on passe de la stratégie tout avant montaison à celle tout avant montaison plus un apport qualité. On a un gain significatif de rendement. Et là, alors c'est peut-être un peu surprenant, on s'attendait à avoir aussi un gain en teneur de protéines. Il n'est pas significatif et très faible dans les essais du réseau. Mais on voit quand même un intérêt de réserver cet apport en fin de cycle, qui est quand même la période où, généralement, où le blé valorise le mieux l'azote. Bon, ensuite, voilà, on avait décliné quelques autres questions. Donc, renforcer la dose au tallage. Alors, voilà, on passe de 40 à 80 kg d'azote au détriment soit de l'apport en fin de cycle où on fait l'impasse, soit on réduit finalement la dose à l'apport central. On a la stratégie inverse où on a renforcé le dernier apport. Donc là aussi, soit en réduisant l'apport central, soit en faisant l'impasse en début de cycle. Et puis l'impasse tallage, on l'a sur cette dernière modalité. Et puis elle peut se décliner aussi de la manière suivante. Donc voilà, on a testé plein de stratégies dans les différents essais. Alors toutes les stratégies n'étaient pas présentes dans tous les essais, mais globalement, renforcer l'apport tallage par rapport au fractionnement classique, dans les 18 essais où on l'a testé, en moyenne, c'est intéressant ni pour le rendement,
ni pour la teneur en protéines, et ça sort de manière assez significative. Alors, ce que j'ai pas pris le temps de présenter ici, mais j'avais caractérisé tous les essais avec les conditions météo aux différents apports. Ce qui fait le plus, on va dire, plonger un peu les résultats, c'est les situations où on a des périodes sèches au talage, ce qui est pas surprenant. Deuxième résultat, donc à dernière feuille renforcée, là aussi on perd du rendement. Par contre, on a un gain significatif de teneur en protéines. Voilà. Et puis donc quand on fait l'impasse talage, là on a une perte de rendement mais non significative. Alors elle a l'air quand même importante d'un quintal en moyenne, mais avec pas mal de variabilité entre les différents essais. Et par contre, vu qu'on reporte de l'azote prévu au talage plus tard, ça a un effet positif sur la teneur en protéines. Donc voilà. La dernière question, c'était quelle forme d'azote faut-il privilégier ? Donc là, en fait, je vous ai remis les deux premières stratégies. Donc on a isolé uniquement les essais où la forme d'azote principale était de l'ammonitrate. Et en fait, dans un certain nombre d'essais, on avait exactement les mêmes modalités avec de l'urée. Donc on a pu déjà comparer fractionnement classique ammonitrate avec fractionnement classique urée. On a fait la même chose avec les apports tout avant montaison. Et puis la dernière question, c'était finalement comparer le fractionnement classique avec de l'ammonitrate, qui est ce qu'on a peut-être plus dans les systèmes conventionnels, avec la stratégie urée avant montaison, qui est peut-être ce qu'on rencontre souvent dans les milieux ACS, avec souvent l'urée qui est privilégiée par rapport à l'ammonitrate. Là, en fait, on n'a pas forcément de différence significative entre les formes d'azote quand on est dans des pratiques de fractionnement classique. Donc, on a des résultats légèrement à l'avantage de l'ammonitrate, mais non significatifs. Sur les apports maintenant précoces, léger avantage non significatif pour l'urée sur le rendement, et par contre on perd en teneur en protéines de manière assez importante. Et puis enfin la dernière comparaison, donc là on a comparé tous les apports d'urée réalisés avant montaison avec une stratégie en 3 apports d'ammonitrate. Et c'est là où on a les écarts les plus importants, surtout au niveau de la protéine. Bon, vous voyez qu'on a un petit peu moins d'essais, c'est des modalités qu'on n'a pas testées partout, finalement qui confortent un petit peu dans ce qu'on pouvait observer dans des systèmes, j'allais dire, en labour ou TCS plus classiques. Donc en conclusion, en système ACS, solder la totalité des apports avant montaison, ce n'est pas forcément la stratégie la plus gagnante, puisqu'on pénalise à la fois le rendement et la teneur en protéines par rapport à des pratiques avec du fractionnement classique. Et c'est encore plus marqué donc, dans les situations un peu extrêmes où on a un seul apport. Un autre point important, alors qu'on n'a pas forcément évalué dans notre réseau d'essais, mais en fait, un seul apport, ça empêche toute option de s'ajuster en cours de campagne. Donc tous les outils de pilotage, des campagnes comme celle-ci où le blé a le pied dans l'eau au moment du semis, on ne sait pas trop finalement si en fin de cycle il va rattraper ou pas. Ça ne laisse pas forcément de possibilité de s'adapter par la suite et de peut-être prendre en compte finalement le risque climatique. Ensuite, l'impact négatif sur le rendement et la teneur en protéines qu'on observe sans fractionnement ou en tout cas avec des apports très précoces, finalement on arrive un petit peu à le réduire, enfin même plutôt bien sur le rendement,
en réservant un apport qualité en fin de cycle, et puis qui permet justement aussi ce pilotage. Ensuite, renforcer l'apport d'azote en sortie d'hiver, notamment en substitution de l'apport qualité, on voit qu'on impacte négativement à la fois le rendement et la teneur en protéines par rapport à un fractionnement plus classique, et qu'au contraire de repousser tardivement les apports, ça a un intérêt sur la protéine, mais on perd quand même de manière assez nette en rendement. Donc, finalement, des résultats qu'on avait déjà dans des systèmes, on va dire, plus classiques. Et puis le dernier point sur les formes d'azote. Alors nous, quand même, on était dans les essais où on avait à la fois urée et ammonitrate, on était plutôt dans des conditions favorables à la valorisation de l'azote. On n'a pas forcément vu de grosses différences entre formes avec du fractionnement classique et peut-être une teneur en protéines plus pénalisée dès lors qu'on apportait l'urée de manière précoce. Après, dans cette présentation, je ne suis pas allé jusqu'à l'évaluation économique parce que ça aurait aussi, compte tenu du prix, différentiel de prix entre les formes, ça pourrait faire pencher la balance vers l'urée. Mais d'un point de vue purement rendement et protéines, ce n'est pas forcément le cas. Voilà, je vous remercie. J'ai une petite question, moi, mais peut-être que c'est passé, mais j'ai peut-être loupé, parce que je me suis échappé à un moment donné. Par rapport aux points vert et rouge en fait, qu'on a vu sur l'efficience de l'azote, est-ce que les résultats ont été justement étudiés en prenant en compte en fait, ce côté? Est-ce que la réponse est la même, en termes de conclusion, dans les points rouges, dans les points verts? Non, alors je ne pouvais pas tout présenter, mais je vais le faire de tête. Quand on avait des points rouges au talage, donc forcément, la stratégie où j'apporte tout précocement, l'azote se retrouve à un moment où il est mal valorisé. Donc ça impactait de manière assez significative le rendement. Pas trop la protéine, il y a sans doute un peu un effet compensatoire. Et au contraire, la protéine de mémoire, elle était plutôt davantage défavorisée quand à tous les apports, les conditions étaient favorables. Parce que finalement, on ne bénéficie pas des bonnes conditions de fin de cycle. Alors, certes, l'apport précoce est plutôt bien valorisé, mais on ne bénéficie pas de la fin de cycle favorable pour faire de la protéine. Donc voilà, on a essayé un petit peu de regarder ça. Voilà, il fallait que ça tienne dans le temps de présentation. Oui, une question. Alors, Raymond, il n'y aura plus que 2 questions. Raymond et Marie-Hélène Geoffroy qui avaient levé la main. Et donc, je vous rappelle qu'il y a un site internet. En fait, c'est le restaurant qui nous appelait pour aller manger. Donc, complétez les questions sur le site que vous avez envoyé Caddy. Et je profite d'avoir la parole pour vous dire qu'on reviendra dans l'amphi à l'heure prévue initialement, c'est-à-dire 14h30, pour ne pas pénaliser la suite de l'après-midi. Donc encore 2 questions, Raymond et Marie-Hélène. Raymond Roux, INRAE, juste une question. Avez-vous fait des mesures d'absorption d'azote, donc d'utilisation de l'azote apporté? Oui, alors on ne les a pas encore toutes dépouillées, mais effectivement, on a fait, alors pas forcément sur l'ensemble des modalités, on en a sélectionné quelques-unes pour faire des mesures, justement pour évaluer le coefficient apparent d'utilisation de l'azote. Et puis on a fait aussi des mesures d'INN à différents stades de la culture. On n'a pas encore tout dépouillé. On n'a pas encore tout dépouillé, justement, donc voilà, il faudra patienter un peu. Merci Grégory, donc Marie-Hélène Geoffroy, UMR Agronomie, INRAE. Moi j'avais une question, on a depuis quelques années déjà des méthodes de pilotage intégral donc, qui ont comme intérêt de bien s'adapter en fait à la diversité des situations. Et donc je voulais savoir si vous les aviez testées aussi là dans ces essais-là. Alors dans une bonne moitié des essais, même peut-être plus, on avait une modalité donc pilotage intégral avec CHN. Donc j'avais regardé un petit peu les performances. C'était, j'allais dire, un peu en demi-teinte, mais moi je l'explique assez bien parce qu'on est en micro-parcelle.
Et aujourd'hui, ce qu'on préconise au niveau CHN, c'est de coupler la modélisation avec les images satellites pour réajuster le modèle. Donc là, en microparcelle, on n'a pas cet apport des satellites. Donc on n'est pas au max, on va dire, de performance du modèle. Donc il n'y avait pas forcément un gain très intéressant. Et là, en fait, à partir de cette année, on a un peu basculé, on a arrêté les essais microparcelles, mais on intègre des parcelles en système ACS dans nos réseaux de bandes agriculteurs CHN. Donc on pourra avoir un petit peu si finalement le pilotage intégral permet, j'allais dire, de s'ajuster à la dynamique de l'azote dans ces systèmes. L'avantage des bandes agriculteurs, c'est que là, on bénéficie de la correction avec le satellite.